Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, on parle avec Mathieu Bock-Côté, qui, je le rappelle, si vous lisez seulement Le Devoir et la Presse, vous ne le savez pas, mais il a sorti un essai très remarqué cette année. Alors, Mathieu, donc, tu veux nous parler de la grève actuelle? Oui, en fait, parce que je trouve que la grève présente devrait amener beaucoup de Québécois à se questionner au-delà même du contexte actuel de la grève, sur leur rapport au service public à la lumière d'une crise qui n'est pas strictement québécoise, mais qui touche l'ensemble du monde occidental. Alors, on regarde l'ensemble des pays occidentaux, quels qu'ils soient, et je mets quiconque au défi de trouver un système éducatif ou scolaire qui va bien, un système de santé qui va vraiment bien, un système d'intégration des immigrés qui va vraiment bien. Puis là, tu vois la liste que je pourrais faire à partir de là. C'est partout on assiste à une forme de crise globale de ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, l'État social ou la social-démocratie. Puis là, je leur donne des exemples. Donc, le système de santé, pourquoi il va mal? Parce qu'on l'a mal préparé, à la fois au vieillissement de la population, donc un espèce de choc démographique réel. Ensuite, le progrès dans les médicaments est tel, c'est incroyable, les progrès de la médecine, c'est remarquable, mais ça coûte de plus en plus cher et les moyens de l'État ne correspondent pas aux attentes légitimes du commun des mortels qui dit, ben, ce médicament-là est disponible, je le veux, oui, mais on n'a pas les moyens de le payer, donc ça crée des attentes inévitablement. Il y a un effet de bureaucratisation immense. Moi, ça me fascine d'une société à l'autre, à quel point, à partir d'un certain seuil de croissance, la bureaucratie n'a d'autre objectif que de croître elle-même. Elle ne cesse de justifier sa propre croissance en voulant coloniser tous les derniers domaines de l'existence pour poser ses règles partout. Le système scolaire, après 40 ans à détruire, à la fois la culture générale, l'autorité en classe, à obliger l'intégration dans toutes les classes d'élèves avec des troubles de comportement ou des troubles d'apprentissage, mais c'est la possibilité même de l'enseignement et de la transmission de la culture qui ne fonctionne plus à l'école. Et là, l'école, par exemple, on constate le délabrement des bâtiments, c'est pas un détail chez nous. Donc, encore une fois, une mission fondamentale de l'État, parce qu'on peut dire que l'État social, qu'est-ce que c'est? C'est l'État régalien qui a décidé d'ajouter à ses fonctions la santé et l'éducation. Et bien, il n'est plus capable d'occuper ses missions de base. Et là, on pourrait multiplier les exemples un peu partout. Alors moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est l'incapacité de réfléchir à l'extérieur de la matrice de l'État social ou de la social-démocratie obligatoire, non pas parce que je remets en question l'exigence de justice sociale, mais parce que je constate que ce système-là est en panne partout. Et que font les citoyens par rapport à la santé? Moi, ça me frappe parce que je le vois un peu partout, c'est l'expérience des deux côtés de l'Atlantique. Le commun des mortels, par exemple avec la santé, espère finalement trouver un passe-droit. C'est-à-dire on connaît telle infirmière, on connaît tel médecin, on connaît tel passe-droit qui nous permet d'avoir accès aux soins. Mais je m'excuse, mais ça, c'était le comportement des citoyens de l'Union soviétique. C'est-à-dire, pour avoir accès aux services, il fallait être capable d'avoir le passe-droit qui nous y conduisait. On s'entend, je compare pas sur le plan des services sociaux, nos sociétés de l'URSS. J'ai qu'il y a un type de comportement bizarre. De même pour l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Mais plutôt que de sauver l'école publique parce qu'on n'y croit plus, soit on espère une école publique parallèle pour les meilleurs, ce que je comprends, soit on fuit vers l'école privée. Donc, c'est une stratégie d'esquive. Donc, le commun des mortels se fait vampiriser par des impôts de plus en plus démesurés, mais ne croit plus au système qu'il finance. Donc, il développe une stratégie soit d'esquive, soit de fuite, soit il cherche à s'en tirer en renonçant au collectif. Ben, je m'excuse. Et puis en plus, quand le commun des mortels, de temps en temps, dit, mais on paye tellement d'impôts, est-ce qu'on pourrait avoir des services qui se tiennent, ou alors qu'on nous rende notre argent, parce que c'est pas un droit fondamental pour l'État de prendre jusqu'à la dernière scène dans nos poches. On dit, t'es égoïste, t'es le pire des égoïstes. Donc, je vois tout cela, puis je me dis qu'on devrait avoir une réflexion qui ne vient pas. Sur l'efficacité des systèmes, de nos systèmes qu'on a mis en place, et cette réflexion ne vient pas comme si on était incapable d'imaginer autre chose que de simplement faire surnager le système pour quelques années encore avant qu'on on passe à autre chose ou avant qu'il ne s'affaisse. Mais tu as tout à fait raison. On le voit, ça craque de partout, là. Et écoute, est-ce qu'on peut dire, là, sans se faire tomber sur la tomate, que, oui, le vieillissement de la population, ça fait une pression sur le système, mais l'immigration aussi fait une pression sur le système. Ben, ça, c'est fascinant. Ça, c'est l'autre domaine que personne n'ose mentionner. Oui. L'immigration massive fait une pression. On le voit sur le logement. Mais là, il y a un déni absolu. Tu noteras que Pierre Poilievre, dans son fameux documentaire sur la crise du logement au Canada, oublie de mentionner le facteur principal, parce que le dogme immigrationniste est tel au Canada qu'on ne peut pas le mentionner. Donc, l'immigration fait une pression immense sur le logement, c'est la pression démographique, on la mentionne pas. L'école à Montréal,
Enseigner, puis là, Frédéric Lacroix sortait des chiffres là-dessus récemment. Enseigner dans une classe où un nombre significatif d'élèves parlent pas le français, parce qu'ils sont pas nécessairement tous en classe de francisation, mais tout le monde en paie le prix. Le prof qui s'épuise, les autres qui n'ont pas un enseignement à la hauteur de ce qu'ils pourraient espérer s'ils étaient simplement scolarisés dans leur environnement national, ceux qui arrivent parce qu'il faut bien les mettre à l'école, mais on sait pas quoi faire exactement pour les intégrer. Donc la pression sur le système d'éducation, il est réel. Et sur la santé, quoi qu'on en dise, faut juste pas se tromper, il y a une pression réelle qui est mise aussi. Donc nos sociétés, les systèmes de coopération sociale, les systèmes de justice sociale qu'on a mis en place correspondaient à des sociétés d'une certaine taille, avec une certaine, je dirais, une certaine coopération sociale, des mœurs, une certaine culture qui venait ensemble. Et là, on l'a vu dans les pays, notamment dans les pays scandinaves, mais on le voit au Québec aussi. Quand la société change presque de nature en moins d'une génération, mais tous les systèmes, en fait, sont déréglés par cette immigration massive. C'est pas la faute de personne en particulier, on s'entend bien, je le dis. C'est simplement que notre système n'avait pas été préparé à une telle révolution migratoire et démographique. Ben, encore une fois, mais ça, on n'est pas capable de le remettre en question. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on va ajuster le système. Puis c'est une espèce de système qui fonctionne sur le mode du canot de sauvetage aujourd'hui. Mais ça peut pas tenir durablement. Ensuite, j'entends l'argument, aucun système n'a jamais très bien fonctionné. Je suis absolument d'accord, les 30 Glorieuses, c'est une parenthèse dans l'histoire. Mais aller aussi mal que ça va en ce moment, on devrait peut-être pas nécessairement s'y résigner. Écoute, avant, au Québec, c'était l'Église qui s'occupait de l'éducation, de la santé, la prise en charge des gens vulnérables, les vieux, les handicapés mentaux, etc., les pauvres. Bon, on s'est donné dans les années 60 un État moderne qui prenait ça en charge. Là, l'État ne tient plus. Moi, j'ai l'impression qu'on demande trop à l'État. On en demande trop. Et l'État devrait revenir à ses missions premières et se débarrasser de choses qui relève plus du secteur privé. Mais regarde, on demande trop à l'État comme on demandait trop à l'Église, si je peux me permettre. Hein. On atteint chaque fois une fin de cycle. L'Église, pourquoi son système s'est un peu effondré? Parce qu'une bonne partie des religieux, faut pas l'oublier à l'époque, étaient favorables au transfert de leurs fonctions vers l'État parce qu'ils disaient l'Église est pas capable d'assumer toutes ces responsabilités-là. L'histoire a fait en sorte qu'on a dû s'en occuper parce qu'il n'y avait pas d'État clairement développé au Québec. Donc, on avait pris les responsabilités en santé, en éducation, mais on était heureux de transmettre les fonctions à l'État. Bon. Mais l'Église ne tenait plus. Ben, il y a quelque chose de semblable qui se passe aujourd'hui. L'État ne tient plus. Il y a tellement de fonctions qui lui ont été transférées, mais ça va ensemble. Hein? C'est-à-dire que plus la société civile s'affaisse, plus la culture s'affaisse, plus la responsabilité individuelle s'affaisse, eh bien, l'État récupère tout le temps. Ça, on le voit notamment à l'école, où on ne demande plus seulement à l'État de transmettre la culture, la langue, l'histoire et tout ça, mais on dit, ben, pourriez-vous lutter contre l'intimidation? Pourriez-vous lutter contre l'homophobie? Pourriez-vous lutter pour la conscientisation du changement climatique? Pourriez-vous lutter... Là, on dit que toutes ces fonctions sont légitimes, mais en tant que telles, c'était pas ça la mission de l'école. Donc, on la surcharge, et chaque fois qu'on veut que quelque chose de nouveau soit fait, et que la société s'en occupe pas elle-même, mais c'est l'État qui est invité. Et là, je pourrais multiplier les exemples comme ceux-là qui touchent à la santé publique, et on a un État qui, par ailleurs, multiplie l'encadrement administratif de toute l'existence, ce qui fait que le citoyen de base, toi, moi, tellement d'autres, on doit passer une partie significative de notre temps à gérer les caprices administratifs de l'État. Et en plus, quand on veut avoir accès aux services, je pense aux parents qui veulent avoir accès, par exemple, à une garderie, on le sait chez nous, eh bien, c'est un défi immense que d'être capable d'avoir accès aux services pour lesquels on paye. Pense cette affaire-là, je ne demande pas pourquoi la population n'est plus capable de se retrouver à un moment donné. Écoute, Mathieu, j'ai l'impression, en t'écoutant, que c'est presque la graine d'un nouveau livre, d'un nouvel essai, mais tu sais, tu as fait beaucoup de livres et d'essais, Mathieu, sur les guerres idéologiques qui font, tu sais, avec lesquelles on est aux prises, mais ça serait bien un essai pragmatique là, sur l'État, le rôle de l'État. Ben, ça m'a toujours passionné notre bien. C'est-à-dire que moi, c'est seulement qu'à un moment donné, j'ai eu le sens des priorités. Et globalement, exister comme peuple est plus important que sauver un système socio-économique. Bon, une fois que c'est dit, puis par ailleurs, on a nos passions, nos dilections, mais ce que je note, c'est que cette question-là, elle est importante en elle-même. C'est pour ça que je reviens de plus en plus ces temps-ci, parce qu'on voit un appareil administratif qui a fait de grandes choses historiquement, mais qui est en décalage avec une société qui se transforme fondamentalement. Et j'ai l'impression, puis ça, je le vois dans le débat public, moi, je cherche toujours à comprendre le moment du débat public dans lequel on se trouve. Et là, j'ai l'impression que le décalage entre les besoins qu'a cette espèce de superstructure administrative et technocratique pour se maintenir, parce que toute structure veut se maintenir, et les besoins de la population, ce décalage est de plus en plus marqué. Et va venir un moment, pas tout de suite, mais dans quelques années,
peut-être, où il va y avoir une forme de sentiment de rejet dans la population. Je me souviens de Martin Lemay, qui est un ancien député du Parti québécois et qui est un essayiste brillant, qui m'avait dit dans un lunch, mais un dîner il y a quelques années, mais ça doit faire 10 ans, il dit « Le système social-démocrate québécois va s'affaisser peu à peu sans qu'on ne s'en rende compte, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'est tout simplement plus là. Il est tellement paralysé que chacun va s'en extraire individuellement. » Je trouvais que c'est une réflexion qui était brillante à l'époque, puis elle m'a toujours travaillé l'esprit. Et de ce point de vue, je pense qu'on est rendu à un moment où cette intuition est partagée par plusieurs. Donc là, comme je dis, il y a deux options. Il y a l'option politique forte, c'est-à-dire on se dit on va être capable de réformer ça. Je comprends, c'est une option légitime, mais je constate que pour beaucoup, c'est la fuite. Comme j'ai dit, c'est la fuite, être capable de se sauver, être capable de trouver des voies de contournement, mais une société où le projet individuel consiste à trouver des voies de contournement par rapport au collectif, c'est pas une société forte. Non, c'est excellent comme domaine de réflexion. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne journée. Au plaisir. Merci, bye bye. Salut. Ce balado est disponible sur l'application et le site